Nous vous souhaitons la bienvenue à votre séminaire vidéo. Comme les directives peuvent être indigestes et ennuyeuses et que nous voulons que tout soit clair, nous vous proposons les informations les plus importantes en images animées. Cette directive s'applique au refroidissement de locaux à l'aide de surfaces tempérées. Elle donne des indications pour la conception, la construction et l'exploitation de surfaces de refroidissement de locaux pour les systèmes à refroidissement par liquide intégrés dans les plafonds, les murs et les sols ou de systèmes pour le refroidissement d'éléments de construction massifs. Les surfaces de refroidissement des locaux visées par cette directive sont des surfaces délimitant le local, plafond, mur, sol, qui peuvent être utilisées pour un refroidissement ciblé. Sont également inclus dans cette catégorie les surfaces de refroidissement de grande taille suspendues au plafond ou placées devant les murs, ainsi que les surfaces de grande taille installées en tant que séparation de locaux. Ces surfaces présentent un taux notable de rayonnement. Les plafonds actifs noyés sur enduit de plâtre constituent une autre variante de plafond rafraîchissant dans lesquels les systèmes de tuyauterie, le plus souvent des nattes capillaires de très faible hauteur, sont noyés dans l'enduit appliqué sur le plafond brut, voire image 1, D3, ou sur un faux plafond en plaque de plâtre, voire image 1, D5. Lors du refroidissement de surface d'éléments de construction, voire image 1, D2, des circuits de tuyaux sont intégrés à proximité de la surface dans le plafond en béton. Ces systèmes sont utilisés soit sur toute la surface, soit dans la zone périphérique, par exemple en complément du refroidissement des éléments de construction pour un refroidissement supplémentaire et, le cas échéant, pour une régulation ponctuelle de la température. Lors du refroidissement des éléments de construction, des parties de la structure sont utilisées comme surface de refroidissement. Pour cela, des systèmes de tuyauterie sont intégrés dans le béton dès la réalisation du gros œuvre, notamment dans les planchers et les murs. Ces systèmes sont également désignés sous le nom de système de construction thermoactif, TAB, ou d'activation du noyau en béton, ANB. Les plafonds flottants sont une forme particulière de plafond froid fermé et suspendu. Ils se composent de parties suspendues semblables aux plafonds métalliques ou en plaques de plâtre mentionnés plus tôt. Ainsi, comme les plafonds métalliques ouverts, ils ne fonctionnent pas seulement par rayonnement, mais aussi par convection, ce qui garantit des performances plus élevées. Les nattes tubulaires en plastique suspendues, éventuellement tendues sur une toile, sont également courantes comme surface de refroidissement. En outre, il existe des plafonds métalliques ouverts, des éléments de plafond en aluminium ou en acier portant des caissons agencés sur le plafond brut, des systèmes de tuyauterie intégrés près de la surface dans les plafonds, ainsi que l'utilisation de chauffage par le sol comme surface de refroidissement. Comme pour les plafonds et les sols, ces structures sont également disponibles sous une forme similaire pour les murs. Les surfaces de refroidissement des locaux sont utilisées de préférence dans les pièces où un confort thermique élevé et une faible consommation d'énergie sont exigés. Grâce à une surface tempérée, une grande partie de la charge de refroidissement dans la pièce est absorbée par rayonnement thermique. Cela réduit la vitesse de l'air ambiant habituellement associé au refroidissement purement convectif et a un effet positif sur le rayonnement dans la pièce. Avec les surfaces refroidies par un fluide, une part importante du transfert de chaleur hors de la pièce est effectuée avec un fluide caloporteur, généralement de l'eau. La puissance requise par la pompe est nettement inférieure à celle d'un ventilateur d'un système similaire qui transporte la chaleur par l'air. Lorsque des surfaces de refroidissement sont utilisées, l'apport d'air de conditionnement d'une pièce peut généralement être limité au simple débit d'air extérieur nécessaire du point de vue hygiénique. Lors du refroidissement de l'air ambiant, il est alors possible de renoncer à une ventilation d'air de recyclage. Les systèmes de refroidissement installés à proximité de la surface sont utilisés de préférence là où des exigences élevées en matière de confort thermique sont nécessaires et où les températures de la pièce doivent rester dans des limites prédéfinies. Ces installations peuvent être réglées relativement rapidement en puissance et peuvent compenser efficacement les fluctuations de charge dans la pièce, par exemple en raison de l'exposition au soleil. Les systèmes de refroidissement des éléments de construction sont généralement alimentés par du froid passif, ce qui permet un refroidissement des locaux avec une consommation d'énergie minimale. Même en cas d'utilisation de surfaces de refroidissement des locaux, une installation de traitement d'air de dimension adéquate est nécessaire pour maintenir de manière sûre la température ambiante opérationnelle dans les limites recommandées selon la norme SN-EN 15251. L'humidité dans une pièce ne peut pas être régulée au moyen des surfaces de refroidissement de la pièce. La planification des surfaces de refroidissement des locaux requiert au minimum la connaissance des données et des éléments suivants. Géométrie du local, comprenant les plans et les coupes de la pièce. Exigences en matière de flexibilité d'organisation de l'espace. Délimitation des surfaces inaptes à être tempérées. Définition des surfaces pouvant être utilisées pour refroidir la pièce, plafond, mur, sol.
La base du dimensionnement thermique est le calcul de la charge de refroidissement. La méthode de calcul est à convenir. En l'absence d'accord, le calcul de la charge de refroidissement doit être effectué selon la norme VDI 2078. Lors de ce calcul, il convient de prendre en compte que la pièce est refroidie par une surface globale de la pièce. La charge de refroidissement est déterminée par pièce ou par zone. La méthode de calcul de la puissance de refroidissement requise, la définition des conditions de fonctionnement ainsi que la détermination du débit d'eau de refroidissement et de l'alimentation en froid sont décrites dans la directive au chiffre 7. Les systèmes de refroidissement adaptés doivent remplir les conditions suivantes. D'une part, les exigences optiques, acoustiques et autres doivent être respectées conformément aux dispositions de la section 6. D'autre part, une puissance de refroidissement suffisante par rapport à la surface doit être atteinte. Dans les systèmes de refroidissement susceptibles d'être perméables à l'oxygène, il convient d'en tenir compte lors du choix des matériaux du système de tuyauterie. En cas de séparation du système, des matériaux différents peuvent être utilisés côté consommation et côté production. En plus des exigences en matière de résistance à la corrosion et de niveau de pression, la protection contre l'incendie doit également être prise en compte. La température de départ en eau de refroidissement est généralement définie comme constante selon les spécifications de la conception des surfaces de refroidissement de la pièce. La régulation de la température des zones est effectuée par zone à l'aide de vannes de régulation électrique. Les régulateurs de zone contrôlent simultanément une ou plusieurs vannes en fonction de la répartition. Pour une fonction de refroidissement pur, une régulation à 2 points est suffisante. Sous le chiffre 7 de la directive, la régulation de la température d'entrée et la prévention de la condensation par surveillance du point de rosée sont également décrites en détail. La planification détaillée est la suite de la conception une fois que la marque et le type ont été définis pour la surface de refroidissement de la pièce. Pour préparer le montage, les particularités spécifiques doivent être intégrées dans la planification détaillée. Les données et les faits énumérés à la partie 6 de la directive en sont la condition préalable. La construction des surfaces de refroidissement, des installations productrices de froid et des systèmes de distribution obéit aux mêmes principes que ceux des installations de chauffage et de refroidissement avec circulateur. Les spécificités concernant le calendrier des travaux, la purge et la vidange, la révision, les tests d'étanchéité, la fixation, l'équilibrage hydraulique et la réception sont applicables. L'utilisateur doit disposer de documents de révision complets conformément à la norme VDI 6026 pour assurer un fonctionnement adéquat. Le personnel de maintenance doit être formé sur le concept de régulation ainsi que sur les tâches d'entretien et d'exploitation. En exploitation, il est particulièrement important d'éviter ou de minimiser l'entrée d'oxygène dans le système lorsque cela est nécessaire en raison des matériaux ou des combinaisons de matériaux utilisés. Tous les éléments de cette vidéo sont détaillés dans la directive. Pour toute question supplémentaire, le groupe de travail de la directive est là pour vous aider. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la réalisation de vos projets.